Ok. Ouais, on est pas mal. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Déjà ouais, exactement. Ah, ça attaque direct. Je suis avec le doc, que vous connaissez peut-être sûrement. J'avais fait une vidéo avec toi. Quand est-ce que j'ai fait une vidéo avec toi hier? Bah ça date, hein, ça fait il y a un mois et demi. Ouais, un mois et demi. On devait faire la deuxième dans la foulée. Voilà, mais du coup, on se retrouve aujourd'hui dans les bureaux pour faire une vidéo sur toutes les questions que vous avez au niveau du cœur, du cardio. Et donc du coup, présente-toi un petit peu, il y a peut-être des gens qui te connaissent pas. Il a mis sa petite blouse et tout ça, oui, voilà. C'est important. Bah moi c'est Paul Mathieu, du coup je suis cardiologue, j'ai une chaîne YouTube, la chaîne du doc, et je fais du sport, c'est plutôt de la musculation, pas trop du running, j'en fais un petit peu, mais voilà, modérément. Dans la cardiologie, il y a des surspécialités, alors j'ai le DU de cardio du sport, et sinon je fais de la cardiologie interventionnelle, c'est en gros déboucher les artères du cœur et les réparer quand elles sont malades, c'est tout ce qui est problème en gros d'infarctus. Rien que ça. Du coup, je vous avais mis un petit encart sur Instagram pour que vous posiez vos questions sur tout ce qui est les questions au niveau du cœur. Par exemple, si on est fumeur et qu'on fait du cardio, la fréquence cardiaque, enfin toutes vos questions au niveau du cœur, c'est trop intéressant. Rupture amoureuse. Voilà aussi. D'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a une rupture amoureuse, on le voit dans le cœur? Il y a quand même, et c'est devenu à la mode il y a quelques années, le syndrome du cœur brisé, le Takotsubo, où, alors c'est pas chez tout le monde bien sûr, mais si la rupture vous fait une grosse décharge d'adrénaline, en fait, en gros, ça vous rend tellement triste que ça peut faire une vraie maladie cardiaque, en fait, grave. En fait, c'est un gros stress qui peut faire comme un infarctus. D'accord. Donc oui, chez certaines personnes, alors c'est très rare, hein, n'allez pas penser que... non, c'est très rare, mais ça peut arriver, ça se voit. Petite question, vas-y, on va attaquer. Vif du alors, sujet. on va ressortir la liste. Voilà, la petite liste des questions. Quand doit-on aller chez un cardiologue? Oui, déjà. C'est une bonne question parce que les gens pensent que le fait d'être sportif, ça protège contre un petit peu tout, mais déjà c'est important de préciser qu'il y a des sportifs de tous les profils. Il y a les sportifs effectivement jeunes, en bonne santé, sans problèmes médicaux. Il y a les sportifs aussi moins jeunes, sans forcément avoir de maladie, mais on peut être sportif à 50, 60 ans. Et il y a les personnes qui veulent reprendre le sport après avoir eu une maladie ou en tout cas qui ont des antécédents médicaux. Donc c'est important de faire un peu le distinguo et de ne pas se dire parce que je suis sportif, je suis invincible. Même si c'est vrai qu'on a un peu envie de le penser quand même, surtout quand on est jeune et qu'on est encore un peu fougueux. Mais il y a même chez les personnes jeunes en fait, parce que les malades, jusqu'à leur diagnostic, sont malheureusement des personnes qui s'ignorent. Donc il y a des symptômes qui peuvent alerter et qui doivent mener en fait à une consultation au moins pour vérifier qu'il n'y a pas de problème en particulier, et principalement ça va être tous les symptômes à l'effort. C'est jamais normal que vous soyez en bonne santé ou avec des maladies, d'avoir des douleurs dans la poitrine, d'avoir un essoufflement anormal. Alors c'est sûr que si vous finissez le marathon et que vous êtes un peu essoufflé, oui, c'est normal. Il y a aussi les palpitations, en gros c'est les sensations d'accélération du cœur qui sont anormales. Alors pareil, si vous faites un effort et que votre cœur s'accélère, c'est normal, mais si vous êtes au repos ou que vous commencez l'effort et que en fait, votre cœur s'accélère de façon on va dire anormale, non proportionnelle à l'intensité de l'effort, là aussi ce n'est pas normal et ça doit mener à une consultation. Pareil, tout ce qui est perte de connaissance, syncope, malaise, tous les symptômes en fait qui sont anormaux. Si vous faites un malaise à l'effort, c'est pas normal et il ne faut pas vous dire oui mais j'ai un petit peu forcé. Non, c'est pas normal et ça doit mener à une consultation. De la même façon, si vous avez des antécédents familiaux, que par exemple vous avez des frères et sœurs qui ont des problèmes cardiaques ou qui font des morts subites, il faut peut-être se dire qu'il y a une pathologie, une maladie dans la famille et donc c'est bon de consulter, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y a pas soi-même de soucis. Quelle est la signification de la fréquence cardiaque au repos? On dit toujours que pour avoir peut-être une base de données peut-être de santé au niveau du cœur, je ne dis pas forcément les mots peut-être, pourquoi on prend la fréquence cardiaque au repos et souvent le matin? Alors bon, c'est une question un peu vague effectivement. Oui. Alors la fréquence cardiaque de repos, c'est pas forcément un bon marqueur de santé. Il y a des gens qui ont une fréquence cardiaque de repos qui est basse et qui vont pourtant avoir des problèmes cardiaques, donc c'est pas un indicateur parfait. Maintenant, c'est vrai que on a tous globalement une fourchette de fréquence cardiaque, hein. Si on prend régulièrement sa fréquence, on sait qu'à peu près on est entre telle et telle fréquence. Donc si votre fréquence cardiaque elle est accélérée, ça peut être accéléré alors dans la mesure de la normale. Si par exemple j'ai une fréquence en moyenne autour de 60, si un matin je me réveille que je suis à 70, peut-être ça va être un marqueur que je suis un peu fatigué, qu'en tout cas j'ai pas récupéré de façon optimale, et donc ça peut être un marqueur pour dire que globalement il va falloir c'est quelque chose à peut-être prendre en compte. C'est ça, prendre en compte pour son entraînement. Après ça veut pas dire qu'on est malade. Non, c'est sûr. Si on a un peu moins dormi, il y a des jours je me réveille, je sens que mon cœur bat un peu plus vite parce que j'ai moins bien dormi, j'ai dormi 4 heures Du coup, pourquoi? En fait, pourquoi quand tu es fatigué, c'est une question que moi je me posais. Pourquoi quand je suis fatiguée, ma fréquence cardiaque au repos est plus élevée? Moi, c'est un truc, c'est con, mais
j'ai ma montre, j'ai ma Whoop qui des fois le matin me dit attention, votre fréquence cardiaque au repos est élevée, vous êtes soit malade, soit stressé, soit vous n'avez pas assez dormi, soit vous avez fait un effort très intense la veille. Ouais, effectivement, alors il y a pas mal de Elle est codes. intéressante cette... Elle est un peu difficile, je vais être franc. Elle attaque dur. Bon, globalement, en fait, la fréquence cardiaque, elle est contrôlée par... bon, déjà, on a tous une fréquence cardiaque de base, mais elle est contrôlée en partie par des hormones et par le système nerveux. Donc, il y a certains paramètres qui vont faire que la fréquence cardiaque se modifie. Typiquement, par exemple, voilà, si tu as de la fièvre ou si tu as une infection, la fièvre va accélérer la fréquence cardiaque. Donc, c'est sûr que si tu prends 10 points de fréquence cardiaque, peut-être que c'est le signe d'une infection. De la même façon, si tu es stressé, quand tu es stressé, tu as des hormones qui sont sécrétées, hein, de l'adrénaline, du cortisol, enfin il y a pas mal d'hormones qui peuvent là aussi agir sur la fréquence cardiaque pour accélérer le cœur. Là aussi, toujours dans la mesure du raisonnable. Si vous vous réveillez que vous êtes à 200 par minute ou même 150, c'est pas quelque chose de normal et c'est pas le stress, il faut vraiment se poser des questions. Mais effectivement, un peu de stress, un petit manque de sommeil, ça fait qu'on a une hyperactivation. Alors c'est le système adrénergique, donc tout ce qui est adrénaline et dérivés qui va accélérer légèrement la fréquence cardiaque. Et pareil, si on a fait un effort trop intense, parfois eh bien, il y a une surcompensation en fait, sympathique. Donc sympathique, c'est un peu équivalent du système adrénergique, donc ça peut accélérer le cœur. Donc c'est un marqueur en fait, à prendre en compte pour les personnes qui surveillent ça en fait, pour leur entraînement, pour adapter un petit peu la récupération et planifier son entraînement. Quels sont les risques quand on dépasse le rythme cardiaque maximal, entre parenthèses, 220 moins l'âge? Alors effectivement, il y a beaucoup, je pense, de confusion sur la fréquence cardiaque maximale et la formule qu'on entend souvent, 220 moins l'âge, c'est, et c'est important de le préciser, c'est la fréquence cardiaque maximale théorique. C'est-à-dire que c'est une formule qui va estimer en fonction de votre âge, et c'est une moyenne, hein, notre fréquence cardiaque théorique à l'effort. C'est-à-dire que si par exemple une personne a 20 ans, 220 moins l'âge, ça fait 200 par minute, ça veut dire que si la personne pousse un effort au maximum avec des paliers d'entraînement progressifs, jusqu'à l'effort intense qu'elle ne va pas pouvoir en fait supporter plus d'une minute. Hein. C'est comme quand on fait une épreuve VO2 max pour mesurer ses capacités cardiaques maximales, la personne va atteindre 200 par minute et théoriquement elle ne peut pas aller au-dessus. Mais ça c'est quelque chose de théorique, on a tous des variations, certaines personnes auront une fréquence malgré le fait d'avoir le même âge, hein. Certains vont pouvoir aller uniquement à 180, 190, alors que d'autres peuvent un petit peu dépasser et aller à 210, 220, alors que pourtant la formule dirait qu'ils sont à 200. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépasser et il n'y a pas de risque à dépasser. Si vous faites une épreuve d'effort chez un cardiologue ou une VO2 max et que vous dépassez la fréquence maximale théorique, en fait, c'est simplement que la formule n'est pas correcte pour vous et que votre vraie fréquence cardiaque maximale, elle est au-dessus de ça. On dit souvent que c'est 220 moins l'âge, mais 226 chez les filles. C'est vrai ou c'est... Je ne sais pas du tout. Mais j'ai simplifié. J'ai appris à l'école que c'était 220 moins l'âge chez les mecs et 226 chez les filles. Et en théorie, pareil. Très franchement, moi, mon cerveau, il réduit les informations. J'ai pas une bonne mémoire, du coup, j'ai retenu que 220 moins l'âge. Mais je crois que c'est ça, ouais, je regarderai, c'est intéressant. Ce que j'ai appris, ouais. Moi, petite question, est-ce que on est avec des prédispositions cardiaques, c'est-à-dire dans le sens où on peut naître avec le fait d'avoir un cardio peut-être, je sais pas comment on dit, à l'effort, plus performant ou pas. Et deuxième question en une, désolée, voilà. Est-ce que du coup le fait de faire du sport très jeune et enfant dans l'adolescence aide à avoir un bon cardio après par la suite? C'est-à-dire que si t'es enfant, tu fais pas du tout de sport, parce que après tu peux, même si tu t'entraînes énormément, tu peux avoir un bon cardio. Ou est-ce que quelqu'un qui fait beaucoup de sport très jeune et qui s'entraîne moyennement après, ça, tu vois un petit peu. Ouais, je vois très bien. Quel est sur ça? C'est une bonne question. Effectivement, on n'a pas tous le même cardio. Ça va être la réponse, version très courte, mais on a tous des prédispositions génétiques, comme dans tous les sports en fait. Sauf que c'est vrai que le cardio, c'est quelque chose une notion un peu plus abstraite. C'est quelque chose que la plupart des gens en fait ne savent pas vraiment définir. C'est quoi avoir un bon cardio? C'est quoi avoir une bonne endurance? Alors qu'il y a des paramètres beaucoup plus objectifs, typiquement le fait d'être musclé, oui ou non, le fait de pouvoir pousser lourd, oui ou non, le fait de même dans d'autres sports, hein, au football, d'avoir du talent pour aller marquer des buts ou manier la balle, ça c'est beaucoup plus facile à définir et on se rend vite compte que dans tous les sports, il y a des sports où on est bon et il y a des sports où on n'est pas bon, indépendamment du fait de l'avoir déjà fait ou pas. Moi il y a des sports, le football, j'ai essayé, j'ai vite compris qu'en fait mon pied, il n'était pas connecté en fait ni au ballon ni à mon cerveau, enfin c'était une espèce de... C'est un membre qui vit sa vie tout seul. Donc je pense que même avec tout l'entraînement du monde, j'aurais jamais été un bon footballeur. Donc à partir de là, on a tous des différences génétiques. De la même façon,
bah voilà, pour le muscle, on voit bien qu'il y a des gens qui sont de base tout fins et d'autres qui n'ont jamais fait de sport, et puis déjà ils sont assez musclés naturellement. Même en course, quand on va à l'école, je pense que c'est un des meilleurs moments pour voir ça parce que il y a des gens qui sont sportifs, mais il y a aussi toute une partie de la classe qui n'a jamais fait de sport. Et dans ceux-là, il y a ceux qui se débrouillent bien, il y a ceux qui sont à la traîne. C'est injuste d'ailleurs. Et là, tu te dis, mais pourquoi je comprends pas, alors qu'il s'entraîne pas plus que moi, c'est-à-dire il fait rien, pourquoi est-ce qu'il court 2 fois plus vite que moi? Donc oui, on a tous des prédispositions au niveau du cœur. Il y a bien sûr une part de génétique, donc c'est-à-dire que si vous avez, et d'ailleurs ça se voit dans le sport, je dérive un peu de la question, mais on voit bien qu'il y a quand même des familles de champions, et souvent dans les familles de grands sportifs, on voit souvent qu'il y a des familles, par exemple voilà, des nageurs olympiques, ils ont des enfants, ils se marient entre eux, et leur enfant il a aussi une médaille d'or au JO. Je sais plus qui exactement c'est dont je parle, mais clairement en termes de morphologie, c'est-à-dire que déjà, même sans parler du cardio, le fait d'avoir la morphologie pour certains sports ça aide, et pour le cœur, le fait d'avoir un cœur qui a des propriétés qui va pouvoir en fait s'adapter à l'effort, c'est quelque chose qui va clairement faciliter les entraînements. On peut tous s'améliorer, on peut tous améliorer son cardio, mais la courbe de progression va pas du tout être la même. Il y en a qui vont progresser très vite, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an d'entraînement, en fait, ils vont aller beaucoup plus vite que toi, peut-être qui fait du sport ou qui court depuis 5 ans. Et c'est un peu injuste, on a envie de penser que le travail fait tout, le mental, ça c'est les valeurs du sport, et c'est vrai, et on peut tous s'améliorer, mais malheureusement, la génétique va faire qu'à un moment, le potentiel de devenir excellent dans une discipline, bah, il peut nous limiter. Trop intéressant en tout cas. Donc ça veut dire que si vous avez des enfants, sans forcément leur dire de faire du sport tous les jours et de vouloir faire des petits champions, juste faites-les faire plusieurs activités, ça peut être des activités d'éveil, de bouger sur plein de choses. Moi je dis toujours aussi d'un point de vue aussi coach, ne les faites pas faire, enfin c'est pas un ordre que je vous dis mais c'est un conseil. Moi en tout cas je sais que mes enfants je leur ferai faire du multi-activité entre dès qu'ils peuvent 3, 5 ans, 7 ans, mais toucher un peu à tous les sports pour développer toutes les capacités physiques. Un peu de vélo, un peu de natation, non, mais c'est vrai, la force, l'endurance, l'explosivité, la souplesse, tout en fait. Et c'est trop, sans forcément les forcer, attention. Hein, je les inscrirai au décathlon. Non, mais c'est vrai, s'ils veulent pas faire, je vais pas les forcer. Mais je veux dire, en vrai, je pense que c'est hyper important, même juste pour le développement moteur de l'enfant et l'éveil et tout ça. Ouais. Bah, non, mais c'est sûr. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une bonne partie pour les gens qui ont des enfants, ou même quand moi-même j'étais enfant, j'ai été inscrit à plusieurs sports et la natation typiquement c'est le sport où j'ai été performant dès le début. Quand on m'a mis dans l'eau, j'étais le meilleur de mon groupe. T'es un nageur toi? Ouais, enfin quand j'étais petit, mais après j'ai arrêté complètement. Mais la natation, tout de suite j'ai été très bon. Bah, je suis grand, enfin maintenant je me rends compte, j'ai un dos qui est performant. Oui, qui est plus. Donc, et donc je pense que ça clairement ça aide. Donc même sans m'entraîner plus que les autres en fait, je pense que je faisais les mêmes longueurs que les autres, bah, j'étais premier de mon groupe. Juste pour toi, quelles sont les études pour devenir cardiologue? Les études pour devenir cardiologue, donc c'est des études de médecine. Donc c'est le, alors je sais pas, ça a changé 10 fois entre le moment où j'ai commencé il y a 12 ans et la fin des études, il y a eu 10 réformes. Mais je crois qu'actuellement c'est la PACES, première année commune aux études de santé, et ensuite il faut choisir la filière médecine. Et ensuite il faut après, alors pareil ça a dû changer, mais il faut se spécialiser après le tronc commun des 6 premières années en cardiologie, et ensuite vous pourrez faire de la cardiologie. Prochaine question, quels sont les meilleurs entraînements pour diminuer sa fréquence cardiaque? Parce que bon, il y a forcément le fractionné, ça on entend parler beaucoup et tout ça. Quels sont les meilleurs entraînements ou quels sont les meilleurs sports? Je pense que en posant la question, j'ai peut-être répondu, après tu vas peut-être plus spécialiser un petit peu, mais forcément c'est des entraînements, des sports cardio, donc de la course, du vélo, c'est ça. Mais aussi, petite parenthèse, moi quand je fais un peu des barres, de la muscu et tout ça, j'ai mon cœur qui monte aussi vite. Donc vas-y, comment t'expliques un petit peu ça? Bon, j'ai plein de questions, mais vas-y, débrouille-toi avec ça. Ok. Alors c'est une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut ralentir sa fréquence cardiaque? En gros, comment est-ce qu'on peut diminuer un petit peu son nombre de pulsations par minute? Et la réponse, c'est déjà que le fait de faire du sport de façon, on va dire, régulière, c'est sûr que si vous faites une demi-heure de footing une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça va pas être suffisant. Les gens pensent qu'ils ont un cœur d'athlète dès qu'ils font une heure de sport par semaine, mais la vérité c'est que ça marche pas vraiment comme ça, mais les adaptations elles surviennent de façon proportionnelle à la quantité en fait de sport que vous faites. Après, donc déjà voilà, première chose c'est que quelle que soit l'activité physique que vous faites, alors bien sûr pas tous les sports, sans aller jusqu'à l'extrême, mais les fléchettes, c'est un sport qui a une activité, une composante cardiovasculaire quasiment nulle. Non mais il faut le préciser, tous les sports ne sont pas égaux, c'est sûr que voilà, le cyclisme c'est un des sports qui sollicite le plus le cœur.
la course à pied, et les sports vont solliciter de façon différente. Mais globalement, si on prend des sports classiques, le fait de faire du sport quel qu'il soit va avoir une action sur le cœur et va ralentir la fréquence cardiaque. Mais il y a des sports qui vont avoir une action plus importante, et effectivement, comme tu l'as dit, ce sont les sports d'endurance, parce que les sportifs d'endurance vont avoir besoin d'avoir un débit cardiaque qui est maintenu sur une durée longue, hein, si par exemple vous faites des marathons ou des sports encore plus lents, et du coup le cœur doit s'adapter. Alors que si vous faites du sprint, si vous faites même de la musculation où les efforts sont beaucoup plus brefs et beaucoup plus rapprochés dans le temps, en fait le cœur a des périodes de repos, ce qui lui permet de pas forcément avoir besoin de ralentir la fréquence cardiaque autant qu'une personne qui fera de l'endurance. Parce qu'en fait, le ralentissement de la fréquence cardiaque, c'est un mécanisme d'épargne pour en fait se préserver un petit peu pendant un effort de longue durée. C'est une adaptation pour pouvoir générer un débit plus important pendant une période plus longue. Donc forcément, le cœur s'adapte et va répondre en fait à une demande en fonction d'un sport spécifique. Donc plus vous faites de sport d'endurance, et plus vous allez en fait ralentir votre fréquence cardiaque, ou en tout cas, on va dire, votre cœur va se ralentir un petit peu plus que dans des sports plus brefs, plus intenses. Du coup, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si j'ai bien compris, mais enfin, je pense que je le savais aussi, c'est-à-dire que si tu fais monter ton cœur très haut pendant un effort cardiaque et que l'effort cardiaque est très long, ça va, enfin le cœur va s'adapter. Donc comme tu disais, des marathons, des choses comme ça. Après, c'est ça qui est très dur, c'est d'avoir une fréquence cardiaque très haute pendant longtemps. Alors le but, c'est voilà, je dis pas qu'il faut forcément faire un marathon, mais ça veut dire que voilà, l'idée c'est plutôt de faire un peu de sport d'endurance, de maintenir une fréquence cardiaque élevée sur le long terme, et du coup fréquence cardiaque élevée, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre fréquence cardiaque maximale. Les gens qui disent, j'ai vu certaines questions et donc je vais y répondre, j'ai vu 2-3 personnes qui disent voilà, comment ça se fait que j'atteins ma fréquence cardiaque maximale tout de suite et que je la maintiens pendant tout l'effort. En gros, quasiment le mec me dit qu'il est au maximum pendant une demi-heure. Alors malheureusement c'est pas possible, ou alors je serais très très curieux de voir ça. Mais si par définition c'est votre fréquence cardiaque maximale, ça veut dire que vous faites un effort maximal, et par définition l'effort maximal vous pouvez pas le tenir plus d'une minute parce que c'est les filières anaérobies en fait qui vont rapidement consommer, qui fonctionnent sans oxygène, donc c'est pas maintenable pendant une demi-heure. J'ai l'impression que je parle beaucoup pour chaque question. Mais c'est bien, c'est super intéressant. Moi, tant mieux. Vas-y, à toi. Ah si, moi j'avais une question, mais c'est moi vraiment. Pourquoi, quand on a de la fièvre, on déconseille de faire du sport la semaine qui suit? J'étais en train de dire la question justement, il faut avertir les sportifs du risque de myocardite. Parce que, très bien, parce que il y a quelques années, j'étais inscrite à l'Ironman de Dubaï, à l'Alpha Ironman de Dubaï, et j'ai eu la grippe une semaine avant. Et après une semaine, j'avais bien récupéré, etc. Enfin, j'ai bien récupéré, voilà, mais bon, et puis j'avais tout l'entraînement, voilà. Mais sauf que mon cardiologue m'a dit, tu ne fais pas... Non, tu n'y vas pas, alors que pourtant je me sentais en pleine santé et j'étais en pleine santé. Et donc on m'a interdit, et voilà. Et même après des grosses maladies, des choses comme ça, quand j'avais eu de la fièvre ou quand j'étais malade, je sentais que courir, mon cœur il montait très haut, très vite. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire pour ça? Et d'ailleurs, écoutez bien, parce que je sais que c'est des choses on voit des fois de temps en temps des sportifs jeunes qui font des crises cardiaques, des choses comme ça. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et en fait, on comprend pas, on dit qu'ils sont sportifs, etc. Et après, on dit que c'est parce qu'ils ont eu de la fièvre avant. Enfin voilà, vas-y, un petit peu explique ça. Il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, juste pour opposer, la myocardite, c'est une inflammation au niveau du muscle cardiaque. Donc myocarde et it c'est inflammation, myocarde, donc myocardite. Et crise cardiaque, du coup, c'est deux choses différentes. La crise cardiaque, c'est l'infarctus, en fait, c'est le fait d'avoir une artère du cœur qui se bouche. Parfois, les gens assimilent un arrêt cardiaque à une crise cardiaque, c'est pas tout à fait pareil. L'arrêt cardiaque, c'est le cœur qui s'arrête. La crise cardiaque, donc l'infarctus, c'est l'artère qui se bouche, la douleur dans la poitrine. Certains vont mourir et s'arrêter, mais c'est la conséquence. Et la myocardite, ça donne vraiment des symptômes un peu différents. Ça peut aussi donner des douleurs dans la poitrine, mais le mécanisme est différent. La myocardite, c'est vraiment inflammatoire. La crise cardiaque, c'est une thrombose, en fait, c'est un caillot de sang dans une artère du cœur. Donc déjà, les mécanismes sont différents. Et pour revenir sur les crises cardiaques, ça peut arriver pendant les courses parce que l'effort, et surtout les efforts intenses, notamment les marathons, alors les Ironman un peu moins dès que tu augmentes la durée, pour plein de raisons, et bon, ça dépassera la vidéo, mais globalement, c'est surtout les marathons en fait, qui sont à risque parce que c'est des gens peut-être moins entraînés que les Ironman et les Enduroman où là, c'est vraiment réservé à l'élite. Mais des marathons, il y a des gens qui s'inscrivent à des marathons, qui vont jusqu'au bout alors qu'ils ne sont pas forcément entraînés en conséquence ou qui surestiment un petit peu leur capacité. Du coup, le fait de faire un effort intense, de se pousser, ça fait que là aussi, il y a tout ce qui va être hormonal, de l'adrénaline, etc.
Et surtout, alors tu parles de celui de Dubaï, mais ça peut être vrai, mais Oui. il faut aussi se méfier de l'environnement. À Dubaï, je pense qu'il fait très chaud, et c'est sûr que si tu cours en environnement chaud, bah, tu es déshydraté plus vite. Si tu es déshydraté, le sang est un peu plus visqueux, et du coup, ça favorise là aussi les caillots. Et il ne faut pas oublier que, alors, l'effort, indépendamment de son type, mais les efforts peuvent décrocher des plaques de cholestérol, même si ce ne sont pas des plaques qui sont significatives. Des fois, il y a une toute petite plaque et l'effort va la déstabiliser et va faire qu'ensuite elle va se décrocher de l'artère et va aller se boucher un petit peu plus loin. Et l'autre chose, il faut le rappeler, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont des maladies qui l'ignorent justement, notamment le marathon, où en fait avant c'était réservé, enfin j'ai pas connu cette époque, mais aux sportifs d'élite. Aujourd'hui c'est vraiment très populaire, Oui. et il y a des gens de tout profil, de tout âge, on voit des gens de 50, 60, 70 ans qui courent des marathons, et ces gens-là, bah, ils peuvent avoir des maladies coronaires, cardiaques qui s'ignorent, et donc justement la probabilité de faire un infarctus pendant le marathon, elle augmente par rapport au reste de la journée en fait, parce que bah, l'effort intense peut déstabiliser les maladies cardiaques. Donc du coup, pour toutes ces raisons, bah, il peut y avoir des infarctus, même chez des gens en apparence pas malades, et bien pendant tout ce qui va être effort d'endurance. Ensuite, la deuxième partie de ta question, c'était tout ce qui va être myocardite. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'entraîner quand on a des symptômes? Là aussi, je vais diviser en deux. La première chose, c'est que de toute façon, c'est jamais indiqué, c'est toujours dangereux de s'entraîner quand on est malade. Que ce soit une grippe, que ce soit de la fièvre, parce que bah, ça peut accentuer le risque de maladie cardiaque, ça peut accentuer le risque de problèmes, et le cœur, il est déjà en train, on va dire, de répondre à une infection, donc il ne faut pas lui rajouter un travail. C'est pour ça que, comme dit Marine, quand on est malade, on a le cœur qui de base bat un petit peu plus vite, on a déjà des hormones qui sont plus élevées en termes d'adrénaline et de tout ce qui est système adrénergique, plus élevé que de base, donc ça veut dire qu'à l'effort, ça va être beaucoup plus rapide de s'épuiser, la dérive adrénergique va être beaucoup plus rapide, ça veut dire que rapidement en fait votre cœur va saturer et ne pourra pas aller au maximum de ses capacités, mais aussi tout ce qui est fièvre, c'est pareil qu'une déshydratation, en fait ça favorise tout ce qui va être coagulation du sang, donc ça peut occasionner des problèmes. Et la deuxième chose, c'est sur le risque de myocardite. Effectivement, c'est contre-indiqué de s'entraîner quand on a de la fièvre ou quand on a une infection en cours, même sur des petits virus, des petits rhumes, parce que ça augmente classiquement en fait le risque de faire une myocardite. Alors il y a deux mécanismes supposés, bon la physiopathologie n'est pas très claire, mais en gros le fait d'augmenter l'activité et la circulation au niveau du cœur, ça favoriserait alors soit des mécanismes immunitaires, c'est-à-dire que ça peut augmenter l'inflammation en fait réactionnelle à l'infection, soit ça augmenterait, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas le passage du virus au niveau du muscle cardiaque et donc favoriser là aussi les myocardites. De la même façon que dans le rhume, le virus il se loge au niveau de la sphère par exemple ORL, il peut aussi parfois passer dans d'autres localisations, notamment au niveau du cœur. Donc c'est pour ça que théoriquement il ne faut pas s'entraîner quand on est malade. Okay. Donc, parce que c'est en fait une période à risque. Ah oui, trop intéressant. C'est vrai que c'est une question que je me posais depuis très souvent et que je disais toujours aux gens il faut pas s'entraîner quand on a de la fièvre, mais je ne savais pas pourquoi. Donc c'est vrai que c'est. Ouais. Mais ça veut pas dire heureusement tous les gens qui s'entraînent avec de la fièvre vont pas faire de problème, ça reste rare. Mais comme on dit, voilà, tous les gagnants du loto ont tenté leur chance donc. Oui, donc le cœur c'est un muscle. Ouais. Du coup, est-ce qu'il est possible de faire grossir ce muscle? Est-ce qu'il grossit avec l'âge? Parce qu'un bébé, quand il naît, forcément, il a un petit cœur. Il grossit. Jusqu'à quel âge il grossit? C'est-à-dire à quelle heure? À quel âge on a la taille de son cœur qui va plus changer? Ou est-ce que c'est comme les oreilles, c'est quelque chose qui grandit à vie? Vas-y. Alors, dis-moi un petit peu. Globalement, en fait, le cœur, il est adapté à la morphologie des gens. Globalement, c'est au gabarit, alors principalement à la taille. Dans une moindre mesure, il est aussi adapté à la corpulence, mais un peu moins. C'est-à-dire que si vous prenez 50 kg, le cœur ne va pas s'adapter en conséquence. C'est surtout à la taille, et donc forcément, le cœur va grandir au cours de la vie. On comprend vite que si vous avez un cœur d'un nourrisson, et que vous êtes un grand gaillard de 1m90 et 120 kg, le cœur ne sera pas adapté à votre effort et rapidement vous allez vous retrouver en insuffisance cardiaque. Insuffisance parce que vous n'avez pas un débit suffisant pour maintenir en fait votre vie. Donc l'insuffisance cardiaque c'est ça. Sauf que donc le cœur donc le cœur va s'adapter en conséquence et va se développer en même temps que vous. Et d'ailleurs le cœur, petite parenthèse, est adapté à la taille de toutes les espèces animales. Si vous voyez le cœur d'une baleine, j'avais vu dans un musée le truc il est plus grand que toute la pièce. Ouais, mais en fait c'est normal, la baleine ça pèse je sais pas combien de tonnes. Et donc du coup, petite parenthèse, en moyenne du coup, à peu près, le cœur humain d'un humain, et c'est quoi à peu près? La grosseur et le poids, la taille en gros, la taille. Comme ça? Ouais, c'est pas mal. C'est un bon...
Petit placement de produit au calme. Bah oui, c'est les nouveaux thés qui sont sortis chez Liv, voilà. Donc la boîte, c'est à peu près la taille d'un cœur. Voilà, c'est bon pour le cœur en plus. Voilà. Très bien. Et en termes de poids, globalement, c'est autour de 250-300 grammes. Ah ouais, j'aurais dit un peu plus lourd, tu vois. Non, bah en fait, ça c'est le volume, le poids pardon, du muscle. Oui, d'accord. Mais ce qui pèse ensuite, c'est le sang. Mais D'accord. si vous videz le cœur du sang, en fait, ça pèse finalement pas grand-chose. Donc du coup, je t'ai coupé le cœur. Ouais, donc du coup, est-ce que quand tu vieillis, ouais. ton cœur, il va reprendre. Du coup, il rétrécit. Non, enfin, je sais pas. Non, il rétrécit pas. En fait, une fois que tu atteins l'âge adulte, globalement, ton cœur, il est stable. Il est adapté par rapport à ce que tu fais. Et le sport, en fait, va demander, on va dire, des adaptations supplémentaires, hein, parce que comme tous les muscles, en fait, comme globalement tous les organes en fait, de l'organisme, le corps, c'est quelque chose qui s'adapte en permanence à l'environnement, à ce qu'on lui demande. Donc, si vous faites une activité physique et que vous demandez au cœur des besoins, des efforts spécifiques, bah, le cœur va s'adapter, dans la limite, bien sûr, de ce qui est possible, mais globalement, il va s'adapter. Ça veut dire que chez les sportifs, certains sports peuvent dilater un petit peu, hein, bien sûr, le cœur. Certains sports peuvent hypertrophier, donc faire grossir un petit peu les parois. Donc la dilatation, c'est quand la cavité grossit pour accueillir plus de sang. Et l'hypertrophie, c'est quand le cœur se muscle un petit peu. Donc les deux ne sont pas forcément toujours corrélés. On peut être hypertrophié, musclé sans être dilaté. On peut être dilaté sans être hypertrophié. Mais globalement, les deux vont être des adaptations physiologiques à la demande de l'activité physique. Et typiquement, chez les gens qui font de l'endurance, le cœur se dilate un petit peu, pareil, hein, pour accueillir plus de sang et pour éjecter plus de sang, et donc fournir un débit supérieur en fait, à l'effort. Chez les gens qui font des marathons, de l'endurance extrême, en fait, c'est permis par le fait d'avoir un cœur, une pompe plus importante. Si vous mettez un champion de marathon et que vous lui mettez mon cœur, voilà, demain il va pas comprendre, il va se dire je comprends pas, pourquoi est-ce que je m'épuise tout de suite? Parce que mon cœur n'est pas adapté à faire des marathons, tout simplement. Alors après, c'est ce qu'on revient tout à l'heure à la génétique, certains vont avoir un cœur qui va pouvoir se dilater plus que d'autres, mais globalement, si on ne demande rien au cœur dans l'ensemble de sa vie, il ne va pas bouger. Une fois que vous avez atteint l'âge adulte, sauf maladie particulière, il va rester stable. D'accord. Ok, une dernière petite question. Ouais. C'est ça. Alors on va regarder ce qu'on a. Bon du coup, dernière petite question, parce que si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici, bravo à vous. Ou peut-être que vous écoutez cette vidéo. Mais donc la dernière question, pourquoi le cœur du sportif est lent? C'est une des questions les plus fréquentes et une où il y a le plus d'incompréhension. Pourquoi est-ce que les sportifs finalement ont un cœur qui est plus lent? En fait, le cœur du sportif, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se ralentir en fait par un mécanisme d'adaptation pour pouvoir générer plus de débit à l'effort. Globalement, le but de l'adaptation cardiaque du sportif d'endurance, typiquement, c'est de générer un débit plus important pour avoir une meilleure performance, mais aussi pour s'économiser et pouvoir maintenir ce débit augmenté pendant plus longtemps. Donc la diminution en fait, de la fréquence cardiaque, c'est un mécanisme qui permet justement d'économiser le cœur pendant un effort et adapté en plus à la dilatation. Donc pour être schématique, le débit cardiaque, c'est un nombre de litres éjectés par minute et ça dépend, c'est deux paramètres principaux. Le premier, c'est la fréquence cardiaque, le nombre de fois où le cœur se contracte par minute et le volume de sang éjecté à chaque contraction. Par exemple totalement aléatoire, 100 ml éjectés à chaque contraction fois 60 par minute, ça fait un débit de 6 litres par minute. 60 fois 100 ml, 6 litres par minute. Si maintenant vous doublez la fréquence cardiaque, vous passez à 120 et que vous avez le même volume d'éjection, vous doublez le débit. On passe à 12 litres. Et maintenant, si le cœur se dilate, il a une capacité d'éjection qui est un peu augmentée. Par exemple, le volume d'éjection va passer de 100 à 120. Ça fait qu'à 60 par minute, vous avez un débit, alors il faudrait que je calcule, mais qui va être peut-être, je dis au hasard, de 7 litres par minute. Du coup, 7 litres, c'est peut-être pas nécessaire au repos. Donc, le cœur peut se ralentir. Et si vous passez de 60 à 50, ça fait que tout simplement, vous avez le même débit avec simplement une meilleure éjection, mais moins fréquente. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Et deuxièmement, il y a tout ce qui va être mécanismes hormonaux, le fait de tout ce qui est système en fait, sympathique et parasympathique. En gros, c'est les systèmes qui agissent sur le cœur pour l'accélérer et le ralentir. Et globalement, les sportifs ont un meilleur contrôle, un meilleur tonus parasympathique qui ralentit le cœur et une épargne adrénergique, une épargne sympathique à l'effort, ce qui permet en gros que le cœur du sportif part d'une fréquence un petit peu plus lente et peut s'accélérer tout en augmentant en fait, le débit cardiaque. Et donc, globalement, voilà pourquoi les sportifs ont une fréquence cardiaque un peu plus lente. C'est pas vrai chez tous les sportifs, certains ont beau faire beaucoup de sport, ils n'ont pas le cœur qui va se ralentir de façon particulière
Et des fois, on voit des gens qui ont un cœur vraiment bas et qui ont dit, bah moi j'ai toujours été, avant même de faire du sport, à 45-50 par minute. Et d'ailleurs, certains ils rigolent, ils disent, ouais, moi à chaque fois que je vais chez le médecin, on me dit j'ai un cœur de sportif parce que je suis à 45 par minute, alors qu'en fait je fais pas de sport. Et en fait, oui, mais heureusement, c'est pas le seul déterminant de la fréquence cardiaque. Mais pour être schématique, voilà les différentes adaptations et pourquoi la fréquence cardiaque du sportif est basse. C'est tout simplement une adaptation au sport en fait. Ok, très bien. Bon, en tout cas, trop intéressant. J'espère en tout cas que ça vous a permis de peut-être comprendre un peu plus, savoir un petit peu plus le mécanisme du cœur, du sport, de la fréquence cardiaque, etc. On aurait pu encore parler Il y avait des millions de questions. Il y avait encore beaucoup de questions. Voilà. Si ça vous intéresse les vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on en refera d'autres sur ça. Bon, on a largement de quoi faire partie 2, 3, 4. Puis en plus, je sais que tu aimes bien parler, donc voilà. Il faut me cuter là. Non, pas du tout. En tout cas, merci beaucoup. C'est trop cool d'avoir. Merci de l'invitation et merci pour toutes les questions parce que c'était des questions intéressantes. Ouais, et puis du coup, si vous voulez retrouver le doc, donc c'est sur sa chaîne YouTube, sur Instagram, de toute façon je vous mets tous les liens dans la description. Et puis est-ce que tu as un petit truc à dire pour finir? Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, prenez soin de votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a quoi comme des proverbes avec le cœur? Je sais pas. Un cœur en or. Un cœur en or, ouais. Non, c'est... J'aurais dû le préparer ça avant. Ouais, bon écoute. En tout cas, merci beaucoup. Très bonne fête de fin d'année. Et puis à une prochaine. Ouais. Voilà. Merci, à bientôt. Salut.